À notre fête d'anniversaire de mariage, mon petit bout de chou de 4 ans a regardé le meilleur ami de ma femme, le facteur, et lui a dit, « Papa, on peut rentrer maintenant ?» Le silence est tombé. Un verre m'a glissé des mains, et tout ce que je croyais savoir aussi. Tous les invités se sont tournés vers moi. Ce que j'ai fait ensuite leur a tout fait regretter. Vous savez, parfois, on sent quelque chose arriver avant même qu'il ne vous frappe. Comme quand on conduit et qu'on voit les feux stop allumés devant soi et qu'on sait que la circulation va être difficile. C'est ce que j'aurais dû ressentir en entrant dans notre jardin ce soir-là, en voyant tous ces gens rire et trinquer sous les guirlandes lumineuses que je m'étais pendues le matin même. Mais non. J'étais au sommet de 7 ans de ce que je croyais être un pur bonheur, complètement aveugle au train de marchandises qui me filait entre les doigts. La fête était parfaite. Du moins, elle avait l'air parfaite depuis le bar, à regarder ma femme Clara s'occuper de la foule comme elle le faisait toujours. Elle avait cette façon de faire. Ce truc magnétique qui faisait que tout le monde se penchait vers elle quand elle parlait, les faisait rire à ses histoires, leur donnait l'impression d'être seule dans la pièce. Ce soir, elle portait cette robe bleu nuit qui la moulait parfaitement, celle que je lui avais achetée pour notre 5e anniversaire. Ses cheveux noirs étaient relevés en une chignon fantaisie qui lui avait probablement pris 1 heure, mais qui semblait naturelle. Elle rayonnait, mec. Absolument radieuse. J'avais passé des semaines à préparer ce truc. Les guirlandes lumineuses dorées accrochées entre les chênes de notre jardin, plongeant tout dans une lueur chaude et onirique. Des nappes blanches sur chaque table, des vrais, pas ces bêtises en plastique. J'avais engagé Marcus et son trio de jazz, les mêmes qui avaient joué à notre mariage. Et ils étaient installés près de la piscine, emplissant l'air de ce son doux et sensuel qui faisait toujours danser Clara. Les centres de table étaient des roses blanches et des gypsophiles. Simple mais élégant. Et le gâteau. Seigneur, le gâteau. J'ai traversé la ville jusqu'à cette boulangerie chic de la 5e rue pour acheter son gâteau à la vanille préféré avec son glaçage à la crème au beurre divin. Tout le monde était là. Toute l'équipe du cabinet, Bryce, Tommy, même le vieux monsieur Henderson, qui ne se présentait jamais. La sœur de Clara, Noël, était arrivée de Denver avec ses enfants. Maman et papa étaient venus de Tampa, ce qui était un miracle vu l'opération de la hanche de papa le mois dernier. Zut, même les collègues de Clara étaient là. Toute l'équipe de Morrison & Associates où elle travaillait comme directrice marketing. C'étaient des gens bien. La plupart me traitaient toujours bien quand j'arrivais à leur apéritif ou à leur pique-nique d'entreprise. Mais il y avait aussi Miles. Miles Davison avec ses dents parfaites, ses cheveux parfaits et sa façon parfaite d'être toujours là quand Claire avait besoin de quelque chose. Il était resté près d'elle toute la nuit, comme il le faisait toujours dans ces cas-là. Rire un peu trop fort à ses blagues, se tenir un peu trop près quand elle racontait des histoires, remplir son verre de vin avant même qu'elle ne le demande. Je pensais être parano, vous savez, comme quel genre de peu sûr de lui peut être jaloux de la collègue de travail de sa femme. Clara disait toujours qu'ils étaient juste amis. C'était le cas depuis qu'elle a commencé chez Morrison il y a 3 ans. C'est comme un frère, me disait-elle chaque fois que je faisais une blague stupide sur lui. Du calme, Gray. Tu es ridicule. Alors, je me suis détendu. J'ai ignoré la façon dont il la regardait, ignoré le fait qu'il semblait toujours savoir exactement ce qu'elle pensait avant même qu'elle ne le dise. Ignoré les blagues privées, les regards échangés et la façon dont il lui envoyait des SMS le week-end pour parler de travail. J'étais un bon mari, un mari confiant, un parfait idiot. La soirée était parfaite jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'étais debout près de la table des desserts, observant Isla, notre fille de 4 ans, mon univers entier enveloppé dans des couettes et une robe d'été jaune. Elle faisait sa tournée, charmant tous les adultes dans un rayon de 15 mètres. Elle était fatiguée, je le voyais bien, elle avait dépassé l'heure du coucher d'au moins 1 heure. Mais elle était si courageuse, disant « s'il vous plaît » et « merci » à tout le monde, faisant des câlins à ses grands-parents, le petit ange parfait qu'elle avait toujours été. Je l'ai regardée s'approcher en trottinant de Clara avec ses collègues de travail, probablement sur le point de demander un autre morceau de gâteau, ou peut-être de se plaindre de ses pieds douloureux dans ses petites chaussures blanches vernies. Mais au lieu de cela, elle est passée devant Clara, devant sa propre mère, a enroulé ses petits bras autour des jambes de Miles, puis elle a levé vers lui ses grands yeux bleus. Mes yeux, avais-je toujours pensé, et a prononcé les mots qui ont divisé mon univers en deux. Papa, on peut rentrer à la maison maintenant? La flûte à champagne que j'avais à la main aurait aussi bien pu être en papier de soie. La musique me glissa entre les doigts comme de l'eau,
s'écrasant sur le patio en marbre avec un bruit qui sembla résonner à l'infini. Des éclats de cristal se dispersèrent sur la pierre, accrochant les guirlandes lumineuses comme de minuscules étoiles. Mais ce ne fut pas la seule chose qui se brisa. Tout s'arrêta net. Le trio de jazz continua de jouer, mais j'eus l'impression que quelqu'un avait coupé le son du reste du monde. Les conversations s'éteignirent en plein milieu d'une phrase. Fort se figea à moitié bouche bée. Tous les invités de cette fête, les 43, se tournèrent vers moi. Je sentais leurs regards comme des projecteurs, brûlants, mal à l'aise et pleins de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais le pire absolu, c'est que Clara n'avait pas l'air surprise. Elle n'avait pas l'air confuse ou choquée, ni l'air de chercher pourquoi sa fille venait d'appeler un autre homme, papa, devant Dieu et tout le monde. Elle avait l'air surprise, comme une enfant la main dans le pot à biscuits, les yeux écarquillés et coupables, cherchant déjà une excuse. Miles était figé, le visage aussi pâle que les nappes. Mais Isla continuait à lui serrer la jambe comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Et peut-être, bon sang, peut-être l'avait-elle fait. Le silence s'éternisa, épais comme de la mélasse et 2 fois plus suffocant. Quelqu'un laissa tomber sa serviette. Une chaise grinça. Au loin, un chien aboya. Des sons normaux d'un monde normal qui me semblait soudain à des millions de kilomètres de là où je me trouvais, entouré des décombres de ma vie parfaite, de mon mariage parfait et de ma famille parfaite. 7 ans d'anniversaire, de fête d'anniversaire, de matin de Noël et d'histoire avant de dormir. 7 ans de « je t'aime », de rêves partagés et de construction de quelque chose de beau ensemble. 7 ans à croire que je savais exactement qui j'étais et où était ma place. Tout cela détruit par un petit mot sorti de la bouche d'une enfant de 4 ans qui ignorait même qu'elle venait de faire exploser tout ce que je croyais savoir de ma vie. Le temps passe bizarrement quand le monde implose. Une seconde, on vit au ralenti, regardant chaque visage horrifié se tourner vers soi comme des tournesols suivant le soleil, et la seconde suivante, on est hyper conscient de chaque son, de chaque respiration, de chaque battement de cœur qui résonne dans nos oreilles comme des tambours de guerre. Je me tenais là, dans les débris de ma flûte à champagne, le verre crissant sous mes chaussures de ville, et je regardais ma vie se défaire en temps réel. Miles avait l'air foudroyé. Toute couleur avait disparu de son visage, le laissant comme une sorte de figure de cire sous ses guirlandes lumineuses dorées. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne se souvenait plus comment les mots fonctionnaient. Ses mains planaient maladroitement au-dessus de la tête d'Islao, qui était toujours accrochée à ses jambes. Et je pouvais voir le moment précis où Panique avait dit derrière ses yeux. Ce n'était pas comme ça qu'il avait prévu que ça sorte. C'était évident. Mais Clara avait l'air sur le point de vomir. Son visage était passé de cet éclat de santé à la couleur d'un vieux journal, gris et maladif. Elle me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Moitié terreur, moitié culpabilité, moitié autre chose que je n'arrivais pas à identifier. De la résignation, peut-être. Comme si elle attendait ce moment depuis longtemps et qu'elle était presque soulagée que cela arrive enfin. Isla, la douce et innocente Isla, ignorait totalement qu'elle venait de faire exploser une bombe nucléaire en plein milieu de notre fête d'anniversaire. Elle se frottait les yeux du revers de la main. Ce signe universel à 4 ans qui indique qu'elle est bien plus que prête à aller se coucher. Elle appelait probablement Miles, papa, depuis des mois, peut-être plus, et ce soir, c'était la première fois qu'elle faisait une gaffe en public. Cette pensée me retourna l'estomac. Le silence était étouffant. J'entendais les gens remuer sur leurs chaises, s'éclaircir la gorge, se demandant probablement s'ils devaient faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu'ils venaient d'entendre. Madame Patterson, la voisine, serrait ses perles contre elle. Serrant littéralement ses perles et nous fixant comme si nous étions une sorte de catastrophe de télé-réalité dont elle ne pouvait détacher le regard. Tommy, du travail, fut le premier à craquer. Il commença à se lever, probablement pour venir voir comment j'allais, mais sa femme Janet l'attrapa par le bras et le tira vers le bas. Une femme intelligente. Ce n'était pas le genre de situation où il fallait s'impliquer. Puis Bryce, ce bon vieux Bryce, qui avait été mon témoin et qui n'avait jamais appris à se taire, murmura juste assez fort pour que la moitié de la fête l'entende, « C'est quoi ce bordel ?» Cela sembla sortir Clara de sa transe. Elle fit un pas tremblant vers moi, les mains tendues comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. « Grayson, dit-elle, et sa voix était complètement fausse. Trop aiguë, trop essoufflée, trop désespérée. « Grayson, je peux vous expliquer.
Ne le fais pas. Le mot sortit plus fort que prévu, assez tranchant pour couper du verre. Je sentais que tous les yeux dans le jardin étaient braqués sur nous. J'entendais presque les gens retenir leur souffle, attendant la suite. C'était censé être notre fête, notre moment, notre soirée. Au lieu de cela, c'était devenu le genre d'humiliation publique dont on parlerait pendant des années. Je passais devant Clara sans la regarder, mes jambes me semblaient en béton. Chaque pas semblait réfléchi, comme si j'avançais dans une eau épaisse. Isla serrait toujours la jambe de Miles. Et quand je m'approchais, elle leva vers moi ses grands yeux bleus. Ces yeux dont j'étais si fier, pensant les tenir de moi. Et, ma petite fille, dis-je, et ma voix, d'une voix calme et posée, parvint à se calmer. Même si tout en moi hurlait, je m'accroupis à sa hauteur et détachai doucement ses bras de la jambe de Miles. Elle ne résista pas, se contentant de transférer son poids endormi sur moi, comme toujours. L'espace d'un instant, juste un instant, elle était toujours ma fille, toujours ma petite fille qui avait besoin de son papa, son vrai papa, pour prendre soin d'elle. Je la pris dans mes bras et elle enfouit aussitôt son visage dans mon cou, m'enlaçant de ses petits bras. Elle sentait le glaçage à la vanille et le bain moussant, familière et innocente, complètement inconsciente du chaos qui l'entourait. J'ai regardé autour de moi jusqu'à ce que j'aperçoive Noël, la sœur de Clara, assise à la table familiale, la bouche ouverte comme tout le monde. Noël, ai-je crié, ma voix portant à travers le jardin soudain silencieux. Elle sursauta comme si j'avais tiré un coup de feu. Emmène-la en haut. Prépare-la pour le lit. Elle n'a rien fait de mal. Noël hocha vivement la tête, trébuchant. Elle se précipita vers nous. J'ai transféré Isla dans les bras de sa tante, et elle s'était lancée de bon cœur, déjà à moitié endormie. Alors que Noël se hâtait vers la maison, j'ai entendu Isla marmonner quelque chose à propos de son éléphant en peluche, et ça m'a presque brisé. Ce n'était qu'une enfant, une petite fille de 4 ans fatiguée qui ne comprenait pas qu'elle venait de faire exploser toute sa famille d'un seul mot innocent. Je me suis retourné pour faire face à la foule et 42 paires d'yeux me fixaient comme si j'allais faire un discours. Peut-être que oui. J'ai regardé tous ces gens, amis, famille, collègues, voisins, venus ce soir pour célébrer Clara et moi, pour trinquer à notre mariage, à notre bonheur et à notre petite vie parfaite. Ils se sont mis sur leur 31, ont apporté des cadeaux et ont trouvé du temps dans leurs emplois du temps chargés pour être là pour nous. Merci à tous d'être venus, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans l'air calme de la nuit. La fête est finie. Vous pouvez vous voir dehors. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis les chaises ont commencé à frotter contre la pierre. Les gens ont commencé à se déplacer lentement au début, puis plus vite en réalisant que j'étais sérieux. La conversation s'est engagée à voix basse, tandis que les gens rassemblaient leurs sacs et leurs vestes, nous lançant des regards furtifs comme si nous étions une sorte d'accident de voiture qu'ils ne pouvaient pas quitter des yeux. Clara pleurait maintenant, de grosses larmes hideuses coulant sur ses joues et ruinant son maquillage. Elle m'a attrapé, sa main tremblante en se tendant vers mon bras. Grayson, s'il te plaît. J'ai reculé en secouant la tête. Son expression m'aurait brisé le cœur il y a 1 heure. Maintenant, ça m'a juste énervé. Tu peux partir aussi, ai-je dit, son regard alternant entre elle et Miles, qui est toujours là, tel un cerf éclairé par les phares, tous les deux. Et comme ça, 7 ans de mariage, 7 ans de confiance, 7 ans de vie commune se sont effondrés autour de nous comme un château de cartes dans un ouragan. La maison ressemblait à un tombeau après le départ de tous. Vous savez comme les lieux peuvent être différents selon ce qui s'y est passé? Comme une chambre d'hôpital qui semble froide, même quand le chauffage est monté à fond. Ou comme la chambre de votre enfant paraît plus petite quand vous y allez à l'âge adulte. Voilà l'impression que me procurait ma maison maintenant. Creuse et étrange, comme si toute la chaleur avait été aspirée par les fenêtres avec mes invités. J'étais assis dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui m'appartenait entièrement. Clara n'y mettait jamais les pieds. Elle disait que ça sentait le vieux cuir et le bourbon, ce qui était probablement vrai, puisque c'était exactement ce que je recherchais en l'aménageant. Les murs étaient tapissés de livres de droit de mes années d'université, de romans en première édition que j'avais collectionnés au fil des ans et de quelques photos encadrées d'une époque plus heureuse. Il y en avait une de Clara et moi en lune de miel à Tuscaniani. Nous sourions toutes les deux comme des idiotes devant une vieille église dont j'oubliais le nom. Nous avions l'air si jeunes, si naïves. J'avais l'air heureux. Elle avait l'air en pleine forme. Maintenant, je ne savais plus trop à quoi elle ressemblait.
La photo de mariage était posée sur mon bureau, me narguant. Nous l'avions fait faire par un professionnel. Une de ces photos noires hors de prix. Et des photos blanches qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Clara dans sa robe en dentelle vintage. Le smoking de mon grand-père et moi. Nous fixions tous les deux l'objectif comme si nous avions toutes les réponses. Son sourire était radieux. Parfait. Le genre de sourire qui attirait l'attention. Mais maintenant, assis là, avec tout ce que je croyais savoir qui s'effondrait autour de moi, ce sourire semblait différent. Faux peut-être. Répété comme si elle jouait plutôt qu'elle ne ressentait. Avait-il toujours été faux? Telle était la question. Il me rongeait le cerveau comme une sorte de parasite. Depuis combien de temps mentait-elle? Depuis combien de temps vivais-je dans un fantasme élaboré pendant qu'elle jouait à la maison avec moi et jouait à ce qu'elle jouait avec Miles? Mon téléphone vibrait contre le bureau en acajou, la vibration était anormalement forte dans la pièce silencieuse. Le nom de Miles s'illuminait sur l'écran et je le fixais comme si c'était un serpent qui allait me mordre. Ce salaud avait eu du culot de m'appeler après ce qui venait de se passer. Que allait-il dire? Désolé pour votre femme. Désolé d'avoir laissé votre fille appeler mon papa. Désolé de m'avoir fait passer pour un idiot devant tous ceux que je connais. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis la sonnerie a recommencé. Clara cette fois, puis Miles à nouveau, puis Clara. Ils me suivaient de près, probablement assis ensemble quelque part. Peut-être dans sa voiture, peut-être à son appartement, peut-être dans un hôtel où ils avaient passé leur petit rendez-vous. Cette pensée m'a retourné l'estomac. J'ai retourné le téléphone et pris la bouteille de Jameson que je gardais dans le tiroir du bas. Le whisky a brûlé en descendant, mais c'était une bonne combustion, propre et honnête, contrairement à tout le reste de ma vie. Apparemment, c'est là que j'ai commencé à penser à toutes les fois où j'avais été un idiot si confiant. Tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés, toutes les excuses que j'avais avalées, toutes les fois où je me disais que j'étais paranoïaque, jalouse ou inquiète. Clara travaillant tard avec Miles sur des projets. Clara déjeunant avec Miles pour discuter stratégie. Clara allant à des conférences avec Miles parce qu'ils étaient de l'équipe marketing. Le téléphone de Clara vibrait à toute heure avec des textos de Miles sur des affaires urgentes au travail. Bon sang. J'avais même défendu ce type quand mon pote Rick avait fait une blague sur le mari de Clara lors d'un barbecue l'été dernier. Je m'étais énervé contre lui. Je lui avais dit qu'il se comportait comme un imbécile, que Clara et Miles n'étaient que des collègues, qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Rick avait simplement haussé les épaules et changé de sujet, mais maintenant je me demandais ce qu'il avait vu que j'avais été trop aveugle pour remarquer. Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'étagère où nous rangions nos albums photos. Vous savez, le genre à l'ancienne avec de vraies photos imprimées, parce que Clara insistait pour dire qu'elles étaient plus authentiques que les albums numériques. J'ai sorti celui du 2e anniversaire d'Isla et j'ai commencé à le feuilleter. Il y avait les photos habituelles. Isla avec du gâteau sur le visage. La famille réunie autour de la table de la salle à manger. Les enfants qui couraient dans le jardin. Et il y avait Miles sur au moins la moitié des photos. Pas seulement en arrière-plan, mais au milieu de tout, comme s'il m'appartenait, comme s'il faisait partie de la famille. Il était là, aidant Isla à souffler ses bougies. Il la portait sur ses épaules. Il était là, assis à côté de Clara à la table de pique-nique, leur tête penchée l'une vers l'autre sur son téléphone. J'ai ouvert un autre album. Le 3e anniversaire d'Isla. Encore Miles. Le matin de Noël l'année dernière. Miles Davison ouvrant les cadeaux avec ma famille comme s'il y vivait. Le barbecue du 4 juillet. Miles faisant griller des hamburgers dans mon jardin pendant que j'étais à l'intérieur pour boire un verre. Comment n'avais-je pas vu ça? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Mais le pire, celui qui m'a fait refermer l'album et reprendre la bouteille de whisky, c'était de réaliser que Miles n'était pas seulement sur les photos. Il était présent dans tous les moments importants, tous les moments marquants de la famille, tous ces moments qui auraient dû être consacrés à Clara, moi et Isla, notre petite famille, notre vie parfaite. Il avait été là depuis le début, n'est-ce pas? Pas seulement comme collègue ou ami de Clara, ou quoi que ce soit l'histoire qu'il vendait. Il était là en tant que quoi? Le vrai père d'Isla, le vrai partenaire de Clara, l'autre homme de mon mariage que j'avais été trop stupide pour voir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Clara. Je fixais son nom sur l'écran, me souvenant de toutes les fois où j'avais souri en le voyant.
Toutes les fois où mon cœur avait fait un petit bond quand elle appelait ou envoyait un SMS. Maintenant, ça me rendait malade. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à lui dire pour l'instant. Rien qui ne finirait pas par des paroles irréversibles, des actes que je regretterais. Au lieu de cela, je suis resté assis dans mon fauteuil en cuir, entouré des vestiges d'une vie que je croyais connaître, et j'ai essayé de comprendre comment j'avais atterri ici. Dehors, la nuit était calme, à l'exception des rares voitures qui passaient. Des gens rentraient de leurs propres fêtes, de leurs propres célébrations, de leur propre vie normale, où les femmes ne passaient pas, leurs collègues et leurs enfants de 4 ans ne faisaient pas exploser accidentellement des maisons entières. J'ai appelé les familles avec un mot innocent. Je me suis servi un autre whisky et je me suis installé pour ce que je savais être la nuit la plus longue de ma vie. Le matin est arrivé, que je le veuille ou non. Je n'avais pas dormi une seule minute. J'étais resté assis dans ce fauteuil en cuir toute la nuit, à boire une demi-bouteille de Jameson et à fixer le plafond comme si les réponses à ma vie étaient écrites à l'encre invisible. Lorsque les premiers rayons de soleil ont commencé à filer à travers les stores, j'ai eu l'impression d'avoir vieilli de 10 ans et 8 heures. La maison était encore silencieuse. Noël avait emmené Isla à son hôtel après l'avoir mise au lit, ce qui était sans doute mieux ainsi. Je n'étais pas prêt à expliquer à une enfant de 4 ans pourquoi papa et maman se disputaient, ni pourquoi cet homme qu'elle appelait papa ne serait plus là, ni aucune des autres conversations impossibles qui m'attendaient plus tard. Mais avant toute chose, il fallait que j'appelle Darla. Darla Kent avait été mon avocate personnelle pendant près de 6 ans. Depuis. J'avais eu besoin de son aide pour des litiges contractuels lorsque j'ai créé mon cabinet de conseil. Elle était aussi affûtée qu'une lame de rasoir et 2 fois plus tranchante quand il le fallait. Plus important encore, elle ne s'embarrassait pas de politesse ni de soutien quand votre vie s'écroulait. C'est exactement le genre d'avocat qu'il vous faut à ses côtés. J'ai appelé son bureau à 8h30 pile, sachant qu'elle serait là. Darla était de ces personnes qui dormaient probablement en tailleur et gardaient des dossiers juridiques sur leur table de chevet pour une lecture légère. Grayson. Sa voix était nette et professionnelle, mais je percevais une certaine curiosité. C'est tôt, même pour vous. Que se passe-t-il? J'ai pris une grande inspiration, avec un goût de whisky éventé et de regret. Darla, je dois parler de divorce et de paternité. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Lorsqu'elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus douce, plus prudente. Mon Dieu Gray, je suis désolé, que s'est-il passé? C'est une longue histoire, et je préfère le dire une fois pour toutes. Peux-tu libérer ton agenda aujourd'hui? Je sais que c'est samedi, mais je vais libérer mon agenda, dit-elle sans hésiter. Viens à midi. Et Grayson, amène tout. Documents, photos, relevés bancaires, relevés de carte de crédit, factures de téléphone, tout ce qui te tombe sous la main. Si on fait ça, on le fait bien. C'est pour ça que j'ai gardé Darla sous contrat. Elle n'a pas perdu de temps à poser des questions auxquelles elle aurait de toute façon des réponses. Et elle n'a surtout pas perdu de temps à s'apitoyer sur mon sort. Elle s'est juste mise au travail. Après avoir raccroché, j'ai passé les 3h30 suivantes à me transformer en un homme que je ne reconnaissais pas. L'ancien Grayson, le mari confiant qui accordait le bénéfice du doute et supposait le meilleur de chacun, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de méthodique, froid et absolument furieux, le plus discrètement possible. J'ai commencé par l'ordinateur portable de Clara. Elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine en sortant précipitamment la veille au soir, probablement aussi. J'ai paniqué en pensant à le récupérer. Son mot de passe était l'anniversaire d'Isla. Bien sûr que oui. Je l'avais aidé à le configurer 2 ans plus tôt, lorsque son ancien a planté. Une autre petite ironie à ajouter à la pile. Son email était une mine d'or. Non pas à cause de lettres d'amour irréfutables ou de quoi que ce soit d'aussi évident. Clara était plus futée que ça, mais à cause des schémas, des horodatages des emails envoyés et reçus par Miles. Tard le soir, tôt le matin, le week-end. Elle travaillait sur la demande en mariage d'Henderson, écrivait-elle, mais l'horodatage indiquait 23h47 un dimanche. Réunion stratégique rapide à 6h15 un samedi. J'ai tout imprimé, chaque email, chaque fil de discussion auquel j'avais accès, chaque entrée de calendrier mentionnant des miles, des réunions tardives ou des voyages d'affaires de nuit. L'imprimante de mon bureau a fait des heures supplémentaires, produisant page après page des preuves que mon mariage était un mensonge depuis plus longtemps que je ne voulais y penser.
Puis je suis passé au relevé de carte de crédit. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Dîner dans des restaurants coûteux les nuits où Clara me disait travailler tard. Les frais d'hôtel dans des villes où Morrison et ses associés n'avaient clairement pas de clients. Les forfaits Spa Tourson alors qu'elle était censée participer à des conférences en solo. Les achats de bijoux que je ne l'avais jamais vu porter. Les relevés GPS de la voiture de Clara étaient encore meilleurs. Il s'avère qu'avec l'assurance premium, ils suivent tous vos déplacements pour des raisons de sécurité. La voiture de Clara passait beaucoup de temps dans la résidence de Miles. Beaucoup de temps, matin, après-midi, week-end, lorsqu'elle me disait faire du shopping, se faire les ongles ou déjeuner avec sa sœur. J'ai créé des dossiers, les étiquetés, tout organisé chronologiquement et par catégorie, dossiers financiers, journaux de communication, données de localisation, témoins de moralité. J'ai dressé une liste de tous ceux qui auraient pu voir, entendre ou soupçonner quelque chose. À la fin, j'avais suffisamment de preuves pour couler un navire. Mais la véritable preuve irréfutable se trouvait dans les relevés téléphoniques de Clara, auxquels j'avais accès grâce à notre forfait familial partagé. Des centaines de SMS à Miles. Des milliers peut-être. Certains jours, c'était. On s'envoyait plus de SMS que Clara et moi ne parlions en face à face. Le schéma était clair comme de l'eau de roche. Une fois qu'on savait quoi chercher, leur communication montait en flèche juste avant. Les mystérieuses nuits tardives ou les disparitions de week-end de Clara. J'ai trouvé des notes de frais professionnels où Miles était mentionné comme consultant sur certains projets marketing de Clara. C'était intéressant. L'argent de l'entreprise servait à financer leur petite liaison. Silu Moreno, mon associé et investisseur commun, allait probablement adorer entendre ça. Il avait investi dans Morrison & Associates grâce à la recommandation de notre cabinet, et il n'appréciait guère qu'on joue avec son argent. À 23h30, j'avais 3 épais dossiers remplis de documents. Tout était imprimé, étiqueté et recoupé. J'avais monté un dossier qui aurait fait pleurer de joie n'importe quel avocat spécialisé en divorce et pleurerait n'importe quel conjoint infidèle pour des raisons totalement différentes. L'ancien moi aurait été écœuré de fouiller dans les affaires privées de Clara, d'avoir trahi sa confiance, de monter un dossier contre la femme que j'avais promis d'aimer et d'honorer. Mais l'ancien moi s'était fait avoir pour un imbécile. Dieu sait combien de temps. Le nouveau moi. Le nouveau moi en avait assez d'être le gentil garçon. J'ai tout mis dans ma mallette, redressé ma cravate et suis parti retrouver Darla. Il était temps d'arrêter d'être la victime dans cette histoire et de commencer à être celui qui riposte. 2 jours. Je me suis donné exactement 2 jours pour mettre de l'ordre dans mes affaires avant d'appeler Clara. 2 jours pour rencontrer Darla. 2 jours pour digérer tout ce que j'avais découvert. 2 jours pour décider exactement comment je voulais gérer cette tempête. Mercredi matin, j'étais prêt pour la guerre. Clara était chez sa cousine Michelle, de l'autre côté de la ville. D'après Noël, qui avait joué les messengers entre nous, apparemment, Clara était dévastée et ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas lui parler. Son audace était presque impressionnante après des années à me mentir en face, et elle ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin d'1 minute pour digérer la situation. Je l'ai appelée vers 10h, d'une voix posée et professionnelle. Il faut qu'on parle. Viens à la maison à 2. Juste toi, Grayson. Dieu merci, dit-elle, et j'entendis le soulagement dans sa voix. J'ai essayé de t'appeler, mais il était 14h, répétai-je. Juste toi, Clara. Pas Miles, pas ta sœur, personne d'autre. On a des choses à se dire. La ligne se tut un instant. D'accord, dit-elle enfin, d'une voix plus basse, plus prudente. Je serai là. J'ai passé la matinée à préparer ce que Darla avait appelé la présentation. Elle me coachait sur ce point, me disant que montrer plutôt que raconter était toujours plus efficace dans ces situations. On pouvait argumenter avec des mots, mais pas avec des documents. Surtout quand ces documents étaient étalés sur la table de la salle à manger comme une carte de guerre. Quand la voiture de Clara s'est garée dans l'allée à 14h précises, j'étais prête. J'avais tout organisé à la perfection. Les relevés de cartes bancaires dans une pile, les relevés GPS dans une autre, les impressions de mai dans une troisième, les photos de son ordinateur portable la montrant, ainsi que les miles accumulés dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels. Je n'en avais jamais entendu parler, des événements d'entreprise où ils semblaient bien trop à l'aise ensemble, des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces qui collaient parfaitement avec ses virées shopping.
des relevés téléphoniques montrant des conversations par SMS qui duraient des heures alors qu'elle était assise juste à côté de moi sur le canapé, soi-disant en train de regarder Netflix. Elle a frappé, ce qui était bizarre. Clara n'avait jamais frappé à sa porte en 7 ans de mariage. J'imagine que c'est l'effet de la culpabilité sur les gens. Ça fait d'eux des étrangers chez eux. Quand j'ai ouvert la porte, elle était affreuse. Ses cheveux étaient sales et relevés en un chignon désordonné. Ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer, et elle portait les mêmes vêtements qu'à la fête. On aurait dit qu'elle n'avait pas mieux dormi que moi, ce qui ne m'a absolument pas satisfait. « Salut », a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée sur ce seul mot. Je me suis écarté pour la laisser entrer et elle m'a suivi jusqu'à la salle à manger. Lorsqu'elle a vu la table, elle s'est arrêtée net. J'observais son visage tandis qu'elle assimilait tout. Les piles de preuves bien rangées, les photos imprimées, les relevés bancaires surlignés. Elle pâlit encore plus, si c'était possible. « Asseyez-vous », dis-je en lui tirant une chaise, comme le gentleman que j'avais été élevé à être. C'est drôle comme les bonnes manières restent en place même quand le monde s'écroule. Elle s'assit, mais ne put détacher son regard de la table. Ses mains tremblaient tandis qu'elle attrapait une des photos. Une photo prise avec son ordinateur portable la montrant avec Miles dans un restaurant de grillade chic du centre-ville. Ils se tenaient la main de l'autre côté de la table, se regardant comme s'ils étaient les deux seuls au monde. « Grayson », commença-t-elle. Et là, le drame arriva. Pile à l'heure. « S'il vous plaît. Je ne voulais pas que ça arrive. Ne le faites pas. » Je m'assis en face d'elle, la table pleine de preuves entre nous comme un champ de bataille. N'insultez pas mon intelligence plus que vous ne l'avez déjà fait. Je pris le dossier intitulé « Finances » et l'ouvris. Commençons par les choses faciles. Le Marriott du centre-ville, le 15 mars, 2 nuits débitées de ta carte de crédit. Tu m'as dit que tu étais à une conférence à Jacksonville. Elle a ouvert la bouche, probablement pour mentir encore, mais j'ai levé la main. Le Pearl Room, le 22 avril, dîner à $247 avec pourboire. Tu m'as dit que tu travaillais tard sur le compte Morrison. J'ai tourné la page. Bijouterie Cartier, le 3 mai. Achat à $800. Le plus drôle, c'est que je ne t'ai jamais vu porter une pièce Cartier neuve. Chaque pièce lui a valu un choc physique. Elle pleurait plus fort maintenant. De violents sanglots la secouaient de tout son corps. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle réussi à dire entre deux larmes. Comment ça allait se passer, Clara ? Ai-je demandé, d'une voix si calme que j'en ai été surprise moi-même. Avais-tu un plan pour me dire que ma fille n'était pas de moi ? Ou allais-tu simplement continuer à me laisser tout payer pendant que tu jouais à la maison avec ton petit ami ? Elle a tressailli au mot « petit ami », comme si je l'avais giflé. Il ne l'est pas. Nous ne le sommes pas depuis des années. J'ai sorti les journaux GPS et les ai étalés sur la table. 4 ans, Clara, regarde ça. J'ai souligné les entrées en surbrillance. Ta voiture dans son complexe d'appartements, parfois 3 fois par semaine, en restant des heures, des visites de nuit, quand tu m'as dit que tu étais chez ta sœur. Elle secouait la tête maintenant, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre nier ce qui se trouvait là, en noir et blanc. Vous avez fouillé mes affaires. Vous m'avez espionné. L'accusation m'a frappé mal, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée, j'ai senti mon sang-froid se briser. Je t'ai espionné. Je suis le méchant ici. Tu me mens depuis 4 ans, en me laissant élever l'enfant d'un autre homme, en me faisant passer pour un imbécile devant tous ceux que nous connaissons, et tu es énervé que j'ai fouillé ton ordinateur portable. Je me levai, ayant besoin de bouger, de mettre une certaine distance entre nous avant de dire quelque chose que je ne pouvais pas retirer. Vous savez quel est le pire ? Je t'ai défendu. Quand les gens faisaient des blagues sur votre mari au travail, je leur disais qu'ils avaient tort. Quand mes amis disaient que Miles semblait trop proche de toi, je leur disais qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. J'étais un si bon mari, un mari tellement confiant que je suis devenu la risée. Clara sanglotait maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Je suis désolé, répétait-elle encore et encore comme un disque rayé. Je suis vraiment désolé, Grayson. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu m'as fait du mal, dis-je en me rasseyant. Et maintenant, nous devons déterminer la suite. J'ai sorti un autre dossier, celui étiqueté légal. Je veux un test ADN pour Isla. Je veux que les papiers de divorce soient déposés d'ici la fin de la semaine et je veux la garde complète.
Elle m'a alors regardé et pour la première fois depuis qu'elle était entrée, il y avait autre chose que de la culpabilité dans ses yeux. Il y avait de la peur. Tu ne peux pas me l'enlever. C'est ma fille. Est-elle à moi? Ai-je demandé. La question restait en suspens entre nous comme une arme chargée. La bouche de Clara s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. Et dans ce silence, dans ce moment d'hésitation, j'ai eu ma réponse. Darla bougeait comme une femme possédée. Jeudi après-midi, elle avait déjà déposé les documents préliminaires de divorce et programmé le test ADN pour le lundi suivant. Lorsque Darla Kent a décidé de détruire la vie de quelqu'un, elle n'a pas fait de demi-mesure. Clara a essayé de gagner du temps, bien sûr, et a demandé à son propre avocat de demander des prolongations, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour tout traiter. Les gens habituels se retirent lorsqu'ils savent qu'ils sont pris en flagrant délit et qu'ils espèrent un miracle. Mais Darla a arrêté ça plus vite qu'un videur à l'heure de fermeture. Votre cliente avait 4 ans pour prendre ses décisions. Elle l'a dit à l'avocat de Clara lors d'une conférence téléphonique. J'avais le droit d'écouter et ainsi de suite. Elle peut désormais en gérer les conséquences. J'aime cette femme. Cela m'a rappelé pourquoi je lui payais une provision chaque année. Même lorsque je n'avais pas besoin d'aide juridique. Pendant que Clara était occupée à jouer le rôle de la victime et à essayer de gagner du temps, je faisais mes propres mouvements. Vous voyez, il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la vengeance. Il ne s'agit pas de se mettre en colère et de se déchaîner comme une sorte d'animal sauvage. La vraie vengeance, celle qui compte vraiment, consiste à être intelligent. Il s'agit d'anticiper 3 étapes et de frapper les gens là où cela fait le plus mal. Pour Claire et Miles, cet endroit était leur carrière. Je faisais affaire avec Silu Moreno depuis presque 5 ans maintenant. Il faisait partie de ces investisseurs de la vieille école qui avaient gagné leur argent à leurs dépens et ne toléraient de personne. Son entreprise détenait une participation dans Morrison & Associates par l'intermédiaire de notre fonds commun de placement. Et lorsque Silas investissait dans quelque chose, il prêtait attention à chaque détail, y compris à la manière dont son argent était dépensé et à qui dépensait. Alors vendredi matin, j'ai invité Silas à déjeuner au Capital Grill du centre-ville. Endroit agréable et calme où nous pouvions parler affaires sans que la moitié de la ville nous écoute. Silas était déjà assis quand je suis arrivé, comme il le faisait toujours. Costume cher, barbe grise parfaitement taillée, yeux qui ne manquaient de rien. Grayson, dit-il en se levant pour me serrer la main. Vous aviez l'air bouleversé au téléphone. Tout va bien? Cela dépend de la façon dont vous définissez tout, dis-je en m'installant sur ma chaise. Nous avons commandé des steaks pour nous deux parce que Silas était un type de viande et de pommes de terre, et j'ai attendu que le serveur soit hors de portée de voix avant de commencer à parler. Je dois te montrer quelque chose, dis-je en sortant un dossier. Pas les plus épais de ma confrontation avec Clara, mais une collection plus petite et plus ciblée. Il s'agit de Morrison et Associés. J'ai soigneusement présenté les preuves. Les notes de frais professionnels montrant Miles répertorié comme consultant sur des projets dans lesquels il n'avait aucune activité. Les frais d'hôtel et les factures de restaurant qui ont été classés sous divertissement client alors que les seuls clients divertis étaient Clara et Miles eux-mêmes. Les frais de conférence qui se sont transformés en escapades romantiques aux frais de l'entreprise. Silas n'a pas dit un mot pendant que je lui expliquais tout cela, se contentant d'étudier chaque document avec la même intensité qu'il utilisait probablement pour analyser les rapports trimestriels. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et est resté silencieux pendant un long moment. Combien de temps? Demanda-t-il finalement. D'après ce que je peux dire, environ 3 ans, peut-être plus. Et tu as découvert ça, comment? Je lui ai parlé de la fête d'anniversaire, d'Isla qui avait appelé Miles papa, de tout ce qui s'était passé depuis. Silas écoutait sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Fils de, a-t-il dit quand j'ai fini. Je suis désolé, Grayson. C'est une sacrée chose. Je ne recherche pas de sympathie, dis-je. Je cherche la justice. Silu sourit alors, et ce n'était pas un joli sourire. Que avais-tu en tête? Morrison & Associates a utilisé l'argent de votre investissement pour financer une liaison. C'est de la fraude pure et simple. Vous retirez votre financement, recommandez à vos autres investisseurs de faire de même, et soudain Clara et Miles n'ont plus de travail. Et s'ils tentent de trouver du travail ailleurs, la nouvelle se répand dans notre communauté d'affaires. Les gens parlent, surtout quand il y a de la documentation. Silu hochait la tête maintenant,
et je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Tu sais ce que j'aime chez toi, Grayson? Vous réfléchissez bien. La plupart des gens dans votre situation commenceraient simplement à donner des coups de poing et espéreraient que quelque chose atterrisse. Vous construisez une stratégie. Je monte un dossier. J'ai corrigé. Il y a une différence. Nous avons terminé le déjeuner en discutant des détails. Comment Silas gérerait le retrait des fonds qu'il contacterait d'autres investisseurs? Comment le mot se propagerait dans le monde des affaires? Au moment où nous nous sommes serrés la main sur le parking, Clara et Miles avaient déjà terminé. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Mais ce n'était que le début. Vous voyez, il y a quelque chose dans les petites villes que les gens des grandes villes ne comprennent pas. Tout le monde connaît tout le monde, et les ragots voyagent plus vite que la vitesse de la lumière, en particulier les ragots sur les conjoints infidèles et les affaires secrètes et les petites filles appelant le mauvais homme papa lors des fêtes d'anniversaire. Je n'ai pas eu à raconter l'histoire moi-même. Bon sang, je ne voulais même pas. Mais les gens qui étaient présents à la fête parlaient déjà, et ceux qui n'y étaient pas posaient des questions. Les rumeurs avaient commencé à l'épicerie, se sont ensuite propagées au country club et se sont répandues dans les immeubles de bureaux du centre-ville. À la fin de la semaine, tout le monde dans notre cercle social savait ce qui s'était passé. Et tu sais quoi? Je les ai laissés parler. Je n'ai rien confirmé. Je n'ai rien nié. Laissons simplement la vérité parler d'elle-même, car elle était suffisamment laide pour que je n'ai pas besoin de l'embellir. Clara a essayé de m'appeler ce week-end, probablement pour me supplier de limiter les dégâts, de faire une déclaration, de dire aux gens que tout cela n'était qu'un malentendu, quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Mais j'en avais fini de protéger sa réputation. Elle avait fait ses choix, et désormais elle pouvait en assumer les conséquences. Lundi matin, lorsque nous sommes entrés dans la clinique pour le test ADN d'Islao, Clara avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. Bien. Peut-être que maintenant elle commençait à comprendre ce que ça faisait de voir tout son monde s'effondrer en public. Le test lui-même était assez simple. Des prélèvements de joues pour nous deux, quelques formulaires à remplir, et puis on attend. Le technicien a déclaré que les résultats seraient prêts dans 3 à 5 jours ouvrables. En sortant de cette clinique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la soirée de la fête. Espoir. Je n'espère pas qu'il cela soit à moi. Honnêtement, j'étais presque sûr que ce n'était pas le cas. Mais j'espère que j'aurai bientôt la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Et une fois que j'aurai ça, Clara et Miles allaient apprendre ce qui s'était passé quand tu avec le mauvais gars. Vous savez ce qu'on dit sur la lutte contre le feu par le feu? Parfois, la meilleure façon de faire face à une humiliation publique est de dire un peu la vérité en public. Clara et Miles m'avaient fait passer pour un imbécile devant tous ceux à qui je tenais. Alors, j'ai pensé qu'il était temps de lui rendre l'appareil. L'idée m'est venue mercredi soir, exactement une semaine après la fête d'anniversaire de l'enfer. J'étais de nouveau assis dans mon bureau, parcourant le courrier qui s'était accumulé lorsque je l'ai trouvé. Une invitation fantaisie de couleur crème avec des lettres dorées. Janet Morrison, la patronne de Clara chez Morrison & Associates, organisait son dîner de charité annuel le samedi suivant. Une soirée de gratitude, comme l'appelait l'invitation, une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants local avec des enchères silencieuses, des discours et toutes les activités sociales auxquelles les gens comme nous étaient censés assister. Je l'avais complètement oublié. Clara et moi avons eu RSVPD il y a des mois alors que nous faisions encore semblant d'être un couple heureux. Dans des circonstances normales, je serais resté à la maison et aurais passé la soirée avec une bouteille de bourbon et quelques vieux films. Mais ce n'était pas des circonstances normales et je ne me sentais pas particulièrement normal moi-même. J'ai appelé l'assistante de Janet le lendemain matin et j'ai confirmé ma présence. Juste moi? Je lui ai dit que Clara ne pourrait pas venir. Urgence familiale, tu comprends? Ensuite, j'ai appelé à nouveau June Hartley. June tenait un blog de style de vie appelé River City Social, qui était devenu très populaire au cours des 2 dernières années. Elle a couvert tous les événements caritatifs locaux, les fêtes mondaines, les ouvertures d'entreprises, essentiellement tout ce qui impliquait des personnes ayant de l'argent, faisant en sorte que d'autres personnes ayant de l'argent se sentent importantes. Elle comptait environ 50 000 abonnés, ce qui, dans une ville de notre taille, signifiait qu'elle contrôlait essentiellement le récit social de tout ce qui comptait. Plus important encore, June était présente à notre fête d'anniversaire. Elle avait vu tout cela s'effondrer. Grayson, a-t-elle dit quand j'ai appelé. Oh, chérie,
j'ai pensé à toi toute la semaine. Comment tiens-tu le coup? Je vais bien, June. Écoute, je sais que c'est la dernière minute, mais tu comptes couvrir le dîner de charité de Janet Morrison samedi? Bien sûr. C'est l'un des plus grands événements de la saison. Pourquoi? Je me demandais si tu voulais une exclusivité. La véritable histoire derrière ce qui s'est passé lors de ma fête d'anniversaire. La ligne est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Alors, tu es sérieux? Très sérieux. Je serai au dîner et si vous voulez entendre ma version des choses, je suis prêt à parler. Grayson, tu es sûr de ça? Une fois qu'une telle chose est rendue publique, il n'y a plus aucune possibilité de la retirer. J'ai pensé à Clara et Miles qui attendaient probablement quelque part pour planifier leur prochain mouvement, cherchant comment transformer tout cela pour se faire ressembler aux victimes. J'ai pensé à tous les gens qui chuchotaient dans mon dos, en me demandant si j'étais au courant de cette liaison depuis le début. J'ai pensé à Isla, qui méritait de connaître la vérité sur ses origines, même si cette vérité était laide. J'en suis sûr, dis-je. Samedi soir est arrivé plus vite que prévu. J'ai enfilé mon plus beau costume, celui anthracite gai dont Clara avait toujours dit qu'il me donnait un air distingué, et je suis allé en ville jusqu'au Riverside Country Club. La salle était bondée, comme chaque année. La même foule d'avocats, de propriétaires d'entreprises et de familles de vieux riches qui se rendaient à chaque événement caritatif en ville, faisant des chèques, bavardant et prétendant qu'ils se souciaient de toute autre chose que d'être vus. J'ai travaillé dans la pièce pendant environ 1 heure, acceptant les condoléances et détournant les questions avec un sourire qui semblait taillé dans la pierre. Les gens faisaient attention à moi. Comme si je pouvais m'effondrer en pleurant ou commencer à donner des coups de poing à tout moment, ce qui était probablement intelligent de leur part compte tenu de ce que je prévoyais. June m'a trouvé pendant l'heure du cocktail, élégant comme toujours, dans une robe noire qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle doucement. « Plus que prêt ?» Elle m'a conduit dans un coin tranquille près des tables d'enchères silencieuses, loin de la foule principale, mais toujours visible pour tous ceux qui voulaient regarder. Elle a sorti son téléphone et l'a mis en enregistrement, puis m'a fait un signe de tête. « Grace Mitchell, dit-elle de sa voix professionnelle. Merci d'avoir accepté de me parler ce soir. Cela a été une semaine difficile pour vous. J'imagine que c'est le cas, dis-je en regardant directement la caméra. Mais parfois, des semaines difficiles donnent lieu à des conversations importantes. Et puis j'ai raconté l'histoire. Tout ça. La fête d'anniversaire. Isla a appelé Miles papa. Les preuves que j'avais trouvées, les 4 années de mensonges et de tromperies. J'ai été calme, factuel, presque clinique dans la façon dont j'ai présenté les choses. Je n'ai pas insulté Clara, je n'ai pas été émotif et j'ai essayé de me faire ressembler à une sorte de saint. J'ai juste dit la vérité, purement et simplement. Quand j'en suis arrivé à la partie sur la fraude financière, l'argent de l'entreprise qui avait été utilisé pour financer leur liaison, j'ai pu voir les gens aux tables voisines commencer à y prêter attention. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase lorsque les gens ont réalisé ce qu'ils entendaient. Les résultats du test ADN sont revenus hier, ai-je dit en regardant directement la caméra du téléphone de June. Elle n'est pas ma fille biologique. Et Clara savait que depuis le jour de sa naissance, le silence autour de nous semblait jouer plus calmement. Ah, manipuler est fait pour avoir l'air d'un imbécile. Ma fille, la petite fille que j'ai élevée et aimée, n'est pas la mienne. Mon mariage était une fraude. Ma confiance a été violée de la pire des manières et les responsables en subiront les conséquences. Je me levai alors, redressant ma veste. Merci de m'avoir donné l'occasion de remettre les pendules à l'heure. June, j'espère que vos lecteurs comprennent que parfois la vérité est laide, mais c'est toujours la vérité. Je suis sorti de cet entretien en me sentant plus léger que depuis des semaines. Derrière moi. Je pouvais entendre le bourdonnement de la conversation reprenant, les gens traitant de ce dont ils venaient d'être témoins. Au moment où je suis arrivé au voiturier, mon téléphone sonnait déjà de messages textes. Le billet de blog de juin a été mis en ligne à minuit. Alors que le meilleur ami de votre femme est en fait son bébé papa, un scandale de River City a obtenu plus de vues au cours de sa première heure que n'importe quel article de l'histoire du blog. Dimanche matin, il avait été partagé 800 fois sur Facebook et faisait l'objet d'une tendance sur Twitter local. Clara a essayé de m'appeler 17 fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. La vérité était là-bas maintenant, et il n'était pas possible de le remettre dans la bouteille. Bien.
Faites savoir à tout le monde exactement qui étaient réellement Clara et Miles. Qu'ils tentent de reconstruire leur réputation sur les ruines fumantes de leurs mensonges. Mon travail ne faisait que commencer. Les résultats des tests ADN sont arrivés un mardi matin, livrés par courrier certifié, comme un verdict final. Je savais déjà ce qu'il dirait. Bon sang, je savais depuis ce moment de silence dans ma salle à manger où Clara ne pouvait pas répondre à ma question, mais la voir en noir et blanc me faisait toujours un effet différent. La probabilité de paternité est de 0%. 0. Même pas proche. J'ai passé des années de ma vie à élever la fille d'un autre homme tout en me faisant passer pour le plus grand imbécile du comté. Cela aurait dû me briser. J'aurais dû me plonger dans une sorte de dépression émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de pointu s'installer dans ma poitrine. Un soulagement, peut-être, ou peut-être simplement la satisfaction d'avoir enfin la preuve de ce que je soupçonnais depuis le début. J'ai appelé Darla immédiatement. Nous avons eu lui ai-je dit quand elle a récupéré les résultats de paternité. J'ai 0% de chance, ce qui signifie que nous pouvons déposer une demande pour fraude émotionnelle. J'aurai les papiers prêts à midi, dit Darla. Et je pouvais aussi entendre la satisfaction dans sa voix. Elle aimait les cas comme celui-ci, où les preuves étaient si accablantes que l'autre partie n'avait d'autre choix que de se retourner et de se faire tabasser. L'affaire de fraude émotionnelle était le chef-d'œuvre de Darla. Dans notre État, vous pouvez intenter une action en dommages-intérêts lorsque quelqu'un vous trompe délibérément sur la paternité d'un enfant, notamment lorsqu'il s'agit d'une aide financière. Pendant des années, les couches, la garderie, les frais médicaux, les vêtements, les jouets, les fêtes d'anniversaire, tout cela représentait une somme d'argent substantielle. De l'argent que Miles aurait dû payer à ma place. Mais le vrai problème, ce sont les accusations de mauvaise conduite financière. Vous vous souvenez de toutes ces dépenses professionnelles que Clara et Miles facturaient à Morrison & Associates? Tous ces dîners romantiques, ces séjours à l'hôtel et ces escapades de week-end. Il s'avère que l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles est considérée comme un détournement de fonds aux yeux de la loi. Qui savait? Darla a tout déposé jeudi. Vendredi après-midi, Miles recevait des papiers de paternité dans un poursuite exigeant 4 ans de pension alimentaire antidatée pour les enfants, plus les intérêts. L'État ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de pères mauvais payeurs, même de ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient pères au départ. Clara a été frappée encore plus durement. Aucune pension alimentaire pour conjoint en raison d'adultère et de fraude financière. Aucun droit sur la maison puisqu'elle était à mon nom avant notre mariage. Pas de garde partagée d'Islao puisqu'elle n'était pas mon enfant biologique. Et Clara mentait sur sa paternité depuis des années. Le tribunal lui a essentiellement dit de prendre son histoire de soba et de la mettre de côté. Pendant ce temps, les dominos continuaient de tomber dans d'autres domaines de leur vie. Silas avait retiré son investissement à Morrison et à ses associés, et la nouvelle s'était répandue dans son réseau d'autres investisseurs. Il s'avère que les riches n'aiment pas que leur argent soit utilisé pour financer leurs affaires de bureau. Qui aurait pu voir cela venir? Miles a été suspendu de son travail, dans l'attente d'une enquête interne sur l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Ensuite, la suspension s'est transformée en licenciement lorsque l'enquête a révélé exactement ce que nous savions tous qu'il trouverait. Clara a réussi à s'accrocher sa position un peu plus longtemps, mais l'écriture était sur le mur. Personne ne voulait travailler avec la femme qui volait l'argent de l'entreprise pour tromper son mari. J'ai entendu dire que la petite amie de Miles, la pauvre femme qui sortait avec lui alors qu'il jouait au papa pour l'enfant d'une autre femme, l'avait largué le lendemain du jour où le billet de blog de June était devenu viral. Apparemment, elle n'était pas très ravie de découvrir que son petit ami menait une double vie depuis 4 ans. Je ne peux pas imaginer pourquoi cela la dérangerait. La meilleure partie, la meilleure absolue, c'est que Miles a essayé de prétendre qu'il ne savait pas qu'Islao était sa fille. A essayé de dire que Clara lui avait dit que j'étais le père et il la croyait. Mais Darla avait fait ses devoirs et elle avait des SMS prouvant le contraire. Messages dans lesquels Miles appelait Isla notre fille aux 3 astérisques et parlait de vouloir former une vraie famille avec Clara. Des messages dans lesquels il discutait de la façon de gérer la situation si jamais je découvrais la vérité. Les regarder tous les deux se faire détruire pièce par pièce, c'était comme regarder un masterclass et conséquences. Chaque mensonge qu'ils avaient raconté, chaque plan qu'ils avaient concocté, chaque moment de tromperie au cours des 4 dernières années revenait les mordre au cul avec des intérêts composés. Clara a essayé de me joindre une fois de plus, en appelant depuis un numéro que je n'ai pas reconnu. Elle pleurait, suppliait, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses,
mais il n'y avait plus rien à arranger. Elle avait réduit ce pont en cendres, et je n'avais pas pour mission de reconstruire des ponts pour des gens qui m'avaient déjà montré exactement qui ils étaient. La balance de la justice est peut-être lente, mais elle est extrêmement minutieuse lorsqu'elle se met enfin en mouvement. Clara est venue une dernière fois à la maison par un jeudi après-midi gris de novembre. Je m'y attendais, honnêtement. Darla m'avait dit que le divorce serait finalisé d'ici la fin de la semaine, et Clara avait encore des affaires personnelles éparpillées dans la maison, des photos, des bijoux, des livres, le genre de conneries sentimentales qui s'accumulent en quelque sorte au cours de 7 ans de mariage. Je l'ai regardée depuis la fenêtre du salon alors qu'elle était assise dans sa voiture pendant près de 10 heures. Quelques minutes avant de sortir. Elle avait l'air d'un enfer. Ses cheveux étaient filandreux et non lavés, tombant autour de son visage comme des rideaux. Elle avait perdu du poids, le genre de perte de poids rapide qui vient du stress et d'une mauvaise alimentation. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par des jeans et un pull délavé qui avaient connu des jours meilleurs. Quand elle a finalement frappé, j'ai pris mon temps pour répondre. Laissez-la rester là et réfléchir à ce qu'elle voulait dire. Laissez-la mariner dans la gêne de devoir demander la permission d'entrer dans la maison qui était aussi la sienne. « Salut », dit-elle lorsque j'ouvris la porte. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Je me suis écarté sans rien dire et elle est passée devant moi en direction des escaliers, se dirigeant probablement vers ce qui était autrefois notre chambre pour récupérer tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Mais je n'étais pas d'humeur à ce qu'elle se promène dans la maison comme si sa place était toujours ici. J'ai emballé ses affaires, dis-je. Ils sont dans le garage. Elle s'arrêta à mi-chemin des escaliers et se retourna. Tous. Tout ce qui était à toi. Photos, vêtements, livres, bijoux de votre grand-mère boîte. Tout cela. Elle hocha la tête et me suivit à travers la cuisine jusqu'au garage où j'avais passé la majeure partie du week-end dernier à ranger les restes de notre mariage. 3 cartons et 2 valises posaient là comme les témoignages d'une vie qui n'existait plus. Clara ouvrit l'une des boîtes et commença à la parcourir, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle touchait des objets familiers. Une photo encadrée de nous de notre lune de miel. Une tasse en céramique de notre voyage au Vermont. Un livre de poésie que je lui avais offert pour notre 2e anniversaire. Grayson, dit-elle finalement, sans lever les yeux de la boîte. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai besoin que tu saches que je n'avais pas prévu que tout cela se produise. C'est juste que c'est arrivé. Je m'appuyai contre l'établi et croisai les bras. Rien n'arrive, Clara. Vous avez fait des choix tous les jours pendant 4 ans. Vous avez fait des choix. Mais elle reste ta fille, dit-elle. Et maintenant, elle me regardait avec ses yeux rouges. Dans ton cœur, elle est toujours ta fille. L'ADN n'y change rien. Cela c'était le moment que j'avais redouté et attendu dans une égale mesure. Le moment où elle a essayé d'utiliser Eslao comme munition, a essayé de me culpabiliser en me faisant ressentir autre chose que le vide froid qui avait élu domicile dans ma poitrine. Je me dirigeais vers l'étagère où j'avais laissé une dernière boîte plus petite que les autres. À l'intérieur se trouvaient toutes les cartes d'anniversaire qu'elle m'avait écrites au fil des ans, une paire de petites chaussures de bébé datant de la naissance d'Isla et un morceau de papier plié. Tiens, dis-je en lui tendant la boîte. C'est pour toi aussi. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants et déplia le billet. J'y avais écrit de ma main soignée. Voici la vie que vous avez gâchée. Félicitations. Son visage s'est froissé et les larmes ont recommencé. De gros sanglots qui secouaient tout son corps. Comment peux-tu être si cruel? Elle réussit entre 2 halètements. Cruel? Dis-je d'une voix parfaitement calme. J'ai passé 4 ans à être gentille, Clara. Être compréhensif, être le bon mari qui faisait confiance à sa femme et ne posait jamais trop de questions. Regardez où ça m'a mené. Je me dirigeais vers la porte qui rentrait dans la maison. Prends tes affaires et pars. Ne revenez plus ici. Elle m'a appelé alors que je m'éloignais, mais je ne me suis pas retourné. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à ressentir, plus rien à récupérer des ruines de ce que nous étions. 20 minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer et sortir de l'allée. Je ne l'ai pas vue partir. 3 mois plus tard, j'étais un homme différent vivant dans une autre maison et dans ce qui semblait être une vie complètement différente. Le vieux Grayson, le mari confiant, le père dévoué, l'homme qui a toujours considéré le meilleur chez les gens, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus. Dur, de plus intelligent, de plus attentif à qui il conduisait dans son monde.
Je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais c'était la vérité. La maison semblait plus grande sans que les affaires de Clara n'encombrent les pièces. Noël m'avait aidé à redécorer. Se débarrasser des coussins, des bougies parfumées et de toutes les touches féminines qui avaient fait la différence, on se sent comme à la maison. Maintenant, cela ressemblait à ce que c'était réellement, une garçonnière pour un homme qui recommençait à 34 ans. Je m'étais lancé dans le travail, en prenant de nouveaux clients et en développant mon activité de conseil. Il s'avère que l'implosion de votre vie personnelle vous donne beaucoup de temps supplémentaire pour vous concentrer sur l'argent. J'avais également lancé quelque chose de nouveau, un groupe de soutien pour les hommes confrontés à la fraude en matière de paternité et à l'infidélité. Nous nous rencontrions tous les jeudis soirs au centre communautaire. Juste 6 ou 7 gars assis encerclés parlant des pires moments de leur vie. Ce n'était pas exactement une thérapie, mais plutôt un club d'histoire de guerre pour hommes ayant vécu le même genre de trahison. Dave, dont la femme trompait son frère depuis 3 ans. Marcus, qui a découvert que ses jumeaux n'étaient pas les siens alors que l'un d'eux avait besoin d'une greffe de rein. Bobby, dont le fiancé a vécu une double vie avec son ex-petit ami jusqu'au jour de leur mariage. Nous nous appelions les chercheurs de vérité, ce qui semblait probablement ridicule à quiconque de l'extérieur, mais cela signifiait quelque chose pour nous. Nous étions les gars à qui on avait menti, manipulé, fait passer pour des imbéciles, et nous en sortirions avec notre dignité intacte. C'est là que j'étais un mardi soir de février lorsque quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Je n'attendais personne et la plupart des gens appelaient avant de se présenter ces jours-ci. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un homme de mon âge debout sur le porche, nerveux comme l'enfer et se balançant d'un pied sur l'autre. « Êtes-vous Grayson ?» Il a demandé. « Ça dépend qui demande. » « Je m'appelle Théo Martinez. J'ai lu votre histoire sur ce blog et je pense que vous auriez pu sauver la vie de ma femme. Je l'ai invité, j'ai préparé du café et j'ai écouté son histoire. Sa femme, Maria, avait vécu quelque chose de similaire. Comportement suspect de son mari, appel téléphonique bizarre, absence inexpliquée. Mais au lieu de le confronter directement, elle avait lu le billet de June sur ma situation et avait décidé de mener sa propre enquête. Elle a tout trouvé, dit Théo en secouant la tête avec étonnement. Relevé bancaire, reçu d'hôtel, SMS, tout. Et quand elle l'a confronté, il s'est effondré et a tout avoué. 3 ans de tricherie, de l'argent qu'il avait volé sur leur compte commun. Même un deuxième téléphone portable dont elle n'avait jamais entendu parler. C'est dur, ai-je dit. Mais on dirait qu'elle a géré la situation de la bonne manière. J'ai dit que cela lui avait donné le courage de faire la même chose au lieu d'ignorer les signes et d'espérer qu'il disparaîtrait. Nous avons parlé pendant encore 1 heure et quand Théo est parti, il m'a serré la main et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as transformé la pire chose qui t'est jamais arrivée en quelque chose qui a aidé les autres. Un chapitre. C'était le début de quelque chose de nouveau. Une version de moi-même qui s'était forgée dans le feu de la trahison et qui en ressortait plus forte de l'autre côté. Clara et Miles avaient perdu tout ce qui comptait, leur réputation, leur carrière, leur dignité, leur avenir ensemble. Mais j'avais gagné quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. La connaissance que je pourrais survivre à n'importe quoi.